C'est pas aussi simple que ça, parce que la criticité pour l'utilisation en batterie, elle dépend de la quantité totale de matériaux nécessaires pour fabriquer la batterie. Mais pas seulement. Elle dépend aussi de la disponibilité des matériaux. Il peut y avoir un matériau qui est absolument abondant et c'est plus critique. Des réserves et des ressources. Elle dépend de l'efficacité du recyclage. Parce que si un matériau peut être recyclé facilement, il est moins critique que si c'est pas le cas. On va parler un petit peu de la quantité totale des matériaux nécessaires. Et là aussi, ça dépend de la part réelle de marché prise par le véhicule électrifié. Parce que si on reste à un niveau très faible, la question ne se pose plus. Elle dépend du type de véhicule électrifié et elle dépend du type de batterie utilisée. Donc on va un petit peu se focaliser là-dessus. Et on va parler de la part de marché prise par le véhicule électrifié pour essayer de quantifier quelle est la quantité de matériaux dont on a réellement besoin. Et on entend tout dire. On entend dire 3%, 10%, 20%, 60%. Donc on va se caler pour pouvoir y voir un peu plus clair entre, puisqu'il y a des forces d'incertitude et qu'il faut se faire sa propre opinion, sur des études qui ont été faites relativement récemment par la PFA, Plateforme Automobile Française, avec lesquelles on converge assez bien, et qui montrent qu'en 2030, et c'est ce qu'on a dit encore à plusieurs reprises au cours des exposés, la part des véhicules légers électrifiés devrait être voisine, en tout et pour tout, de 23% en Europe. Et ça, est-ce que c'est absurde? Ben non, c'est pas absurde. Si on dit 20% du parc de véhicules particuliers français électrifiés en 2030, ça veut dire 5 à 6 millions de véhicules, puisque le parc est de 32 millions. Une vingtaine de pourcents, ça veut dire 5 à 6 millions de véhicules. Si on considère que le taux de renouvellement de véhicules neufs en France est de 6% par an, ça veut dire que si on suppose qu'à partir de 2023, il y a encore quelques années, un véhicule neuf sur deux est un véhicule électrifié, eh ben, en 2030, on y est. Donc c'est vraiment pas stupide du tout comme hypothèse. Et à mon avis, s'il faut le donner, c'est plutôt un scénario conservateur. On sera plutôt mieux que ça. Maintenant, ça dépend du type de véhicule. Donc on est d'accord sur la quantité de véhicules. Maintenant, le type de véhicule. Et là, le débat mérite d'être conduit. Est-ce que c'est un véhicule tout électrique? Est-ce que c'est un véhicule mild hybride, avec quelques kilowattheures et quelques kilomètres d'autonomie en mode tout électrique? Ou c'est plutôt les véhicules plug-in hybrides, rechargeables, qui vont se répandre? Dans le plug-in hybride, vous avez une batterie qui fait 8 à 10 kWh, on l'a dit, qui permet de faire à peu près 60 à 80 km d'autonomie en mode tout électrique, et donc de parcourir à peu près 70% du kilométrage annuel en mode tout électrique, et 30% du temps, 30% du kilométrage étant effectué 4 à 5 fois par an en mode thermique. Au global, la consommation d'essence est inférieure nettement à 2 litres au 100 si on la moyenne sur l'année. On fait 5 fois le plein par an. Donc, là aussi, quel est le meilleur ou le moins mauvais compromis? Alors, quel est, par rapport à cette question-là, le choix des constructeurs auto et de l'Europe? Parce que, pour répondre à la question tout à l'heure, quelle voie il faut choisir, et pas, sans trop se tromper, comment on se positionne? C'est plutôt, à ce stade, aujourd'hui, le choix du véhicule tout électrique. Quand on regarde ce qui est dit en avril 2017, par exemple, par Renault, l'équation de la voiture électrique est simple. Il faut augmenter l'autonomie, donc des batteries de plus en plus grosses, et réduire le temps de charge, des charges rapides. Et quand on regarde beaucoup plus tard, en novembre 2017, l'appel d'offres européen, l'appel d'offres auquel nous répondons tous pour pouvoir récolter des sous, pour pouvoir continuer à vivre, eh bien cet appel d'offres dit des densités d'énergie démesurées, qu'on atteindra probablement. Et donc pour augmenter l'autonomie des véhicules, pour répondre à la première question, et si on regarde le critère numéro 5, c'est 15 minutes de charge en 2020, 3 minutes de charge en 2030. Le temps de recharge, 3 minutes en 2030. Alors reposons-nous un instant la question, qu'est-ce que ça veut dire? Charge rapide 3 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire en fonction du chiffre qu'on avait donné, qu'on a calculé juste avant, de dire on va calculer le nombre de véhicules qu'il va falloir charger rapidement. On va faire un tout petit calcul, on va se dire 50 kWh par batterie qu'il faut recharger. C'est des OE, il y a 50 kWh, il faut recharger en 3 minutes. 3 minutes, ça fait un vingtième d'heure. 50 kWh en un vingtième d'heure, ça fait 1000 kW par bagnole. Hein. Alors on va être gentil, on va relâcher les contraintes. On va dire 350 kW, 3 fois moins. On va dire aussi que
il y a 11 000 et des bananes stations-service en France aujourd'hui. Il y a en moyenne 2 véhicules qui se chargent en permanence en essence. On va être gentil, on va dire qu'il y a 10 000 stations au lieu de 11 000. On va dire qu'il n'y a qu'un seul véhicule au lieu de 2. Et 10 000 véhicules fois 350 kW, ça fait 3500 MW. C'est-à-dire 3 tranches et demie de centrales nucléaires qui travaillent que pour ça. Et ça, c'est en plein jour, en général, parce que chez soi, on n'aura jamais une prise qui va faire ça. Donc il faut bien se faire pas la nuit, pas en heure creuse, en plein jour, au moment où le réseau peut être saturé. Sans compter qu'il va falloir un torrent comme ça pour charger la bagnole, les pertes ohmiques, le chauffage, on va chauffer l'atmosphère, le coût de l'installation, etc. Bon, la charge rapide, ça va bien pour quelques Tesla. J'avais mis Bobo, j'ai rayé Bobo, j'ai mis Tesla, mais pour un véhicule grand public, point d'interrogation. Alors maintenant, on parle du type de batterie utilisée. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on dit qu'il y a une nouvelle filière qui se dessine, lithium soufre, machin, tout ça, très bien. Mais sauf que les gens qui viennent d'investir 5 milliards et plus dans les usines de fabrication, ils ne vont pas changer leur ligne du jour au lendemain. Ils veulent l'amortir. Et ils vont l'amortir, c'est des lignes qui font 150 mètres de long, qui débitent 24 heures sur 24. Il n'est pas question pour eux de changer d'un système à l'autre. Et donc, pendant les 10 ou 15 prochaines années, il va falloir amortir les coûts colossaux des gigafactories. Et donc, on ne changera probablement pas beaucoup les matériaux qui sont utilisés. Et que le plus probable, c'est que la filière NMC, nickel, manganèse, cobalt, associée à des graphites à l'anode, sera la filière de référence pour le véhicule électrique et pour le PHEV dans les années qui viennent. Alors, ces batteries, elles utilisent du NMC, lithium, nickel, manganèse, cobalt. Et donc, la question qui se pose, c'est combien il faut de cobalt? Parce qu'on a dit que le lithium, c'est pas critique, le nickel, moins critique, le nickel un peu moins, mais le cobalt est critique. Mais on peut quand même se poser la question pour le lithium, le cobalt en rouge, le nickel et le manganèse. Et on va se dire, maintenant, combien il faut que j'ai de ces 4 matériaux dans chaque batterie de 50 kWh. Ça va être difficile. Et pour calculer cette quantité-là, il faut se dire quelles sont les performances dont sont capables chacun des matériaux. Et il existe plusieurs variantes de matériaux. NMC 111, qui contient du nickel, du manganèse, du cobalt en quantité équivalente. 622 pour dire il y a plus de nickel que de manganèse et que de cobalt. Et NMC 811 pour dire il y a de moins en moins de cobalt. Il n'y en a qu'un sur les... Et il y a beaucoup de nickel. Très bien. Mais on voit que ce n'est pas si simple que ça, parce que si on veut mettre moins de cobalt, c'est-à-dire passer du 111 au 811, on perd des performances, non seulement au 5e cycle, c'est en noir, mais aussi au 300e cycle, et encore plus au 300e cycle qu'au 5e. Donc on voit qu'en fait, on peut prendre comme référence de densité d'énergie de chacun des matériaux pour pouvoir calculer les quantités de matériaux qu'il faut dans chaque batterie, à peu près à 560-570 Wh par kilo, pour pouvoir être raisonnable. Que ce soit pour le 1.1, le 6.2.2, le 8.1, on verra plus tard, il n'est pas encore au point. Et donc on part de cette base de calcul, 570 Wh par kilo, ça fait 1,7 kg par kWh de composés NMC, et on calcule la quantité de cobalt, de lithium et de nickel qu'il faut. Et on voit, et je vais m'arrêter que pour le cobalt, si on a un PHEV 10 kWh ou un véhicule tout électrique de 50 kWh, on peut dire que pour le 111 qui contient beaucoup de cobalt, il faut 3,57 kg de cobalt pour un PHEV 10 kWh et 17,8 kg de cobalt, matériaux, hein, pour un véhicule une Zoé avec 50 kWh embarqué. Et ça commence à faire beaucoup, 17 kg par véhicule. Hein. Je passe au suivant. Je reviens sur le diagramme qu'a présenté Fabien ce matin. Si on met les réserves et les ressources et qu'on les... en termes de matériaux, si on est un matériau qui contient beaucoup de cobalt par rapport à un matériau qui contient beaucoup moins, on a donc des ressources qui sont illustrées ici. Alors, ce diagramme, il doit se lire, il a déjà expliqué ce matin, mais je le redis ici, quelle est la quantité d'énergie en térawattheure de batterie qu'on peut faire avec la quantité disponible pour les ressources matériaux. Et ce qu'on observe ici, c'est que si on veut électrifier complètement le parc mondial, 1 milliard de véhicules, avec des batteries 50 kWh, on voit que pour le 1.1, on est déjà chez Plumeau, ça passe pas. Pour le 6.2.2, c'est limite, mais on n'a plus, une fois qu'on a électrifié, une fois le parc mondial, il n'y a plus de cobalt pour le reste. Et pour le 8.1, on pourrait, sauf qu'il a des performances qui sont aujourd'hui pas au point.
On pourrait, mais simultanément, il n'y aurait pas beaucoup de RAM. C'est-à-dire que même avec le 8A1 qui contient peu de cobalt, eh ben, il n'y a pas de quoi électrifier 2 fois le parc mondial. Par contre, donc c'est très négatif. Et la mission semble impossible en termes de matériaux pour électrifier le parc mondial de véhicules avec des batteries de 50 kWh. Sauf à trouver des matériaux qui soient complètement différents et qui contiennent plus de cobalt ni de nickel. Par contre, si on se dit, ok, véhicule tout électrique ça passe pas, on va faire des véhicules PHEV qui embarquent que 10 kWh et on va électrifier que le parc européen. C'est une échelle log, on s'aperçoit que ça passe assez facilement. Si maintenant on se dit, c'est pas le marché européen qu'on va adresser, c'est le marché mondial, avec du PHEV 10 kWh, on est là. Et là on s'aperçoit que c'est jouable, à condition de recycler efficacement les batteries. Si on arrive à réutiliser, au bout de la deuxième fois, ou de la première fois, les batteries, les matériaux qui sont dans les batteries pour les recycler dans une nouvelle fabrication, ça passe. Limite, mais ça passe. C'est compliqué, mais c'est jouable. Si on a des hybrides rechargeables qui embarquent que 10 kWh, avec un recyclage indispensable. Tous ces trucs-là font que le cobalt, le prix du cobalt monte en flèche. Hein. On est à 100 000 $ la tonne aujourd'hui, alors on était à 25 000 il y a quelques mois. Simultanément, la plupart des constructeurs commencent à s'affoler aussi. Alors qu'ils l'annonçaient à mi-mars, c'est en mai, hein, il y a 3 mois de ça, avoir sélectionné des partenaires en Europe et en Chine pour une commande de 20 milliards € de cellules, Volkswagen vient d'annoncer d'avoir porté la somme de 40 milliards € pour sécuriser la filière. Donc ils sont passés en quelques jours de 20 à 40 milliards €. Au bilan, en termes de matériaux, le scénario d'une forte hausse, notamment du cobalt, qui est un sous-produit de l'extraction du nickel et du cuivre, et donc, pour l'essentiel, on connaît déjà les ressources. C'est un premier point de vue majeur, chronologiquement parlant. Le cuivre, dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est un deuxième facteur majeur, qui est amplifié de surcroît par la demande de cuivre dans les ENR, notamment les éoliens. Pour le lithium, ça paraît moins critique, en tout cas pour les 20 ans qui viennent. Ok, on essaie de conclure. La Chine détient le quasi-monopole de l'extraction du cobalt. Plus de 60% a été mis... le monopole a été mis en place depuis 15 ans. Grâce à une stratégie clairvoyante et volontariste, depuis une quinzaine d'années, la Chine détient le leadership et la mainmise sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. L'Europe a pris 15 ans de retard et on commence à peine à mesurer les enjeux. Et c'est probablement la survie de l'industrie européenne de l'automobile qui est en jeu. Comment est-ce qu'il faut agir? Mise en place impérative d'une filière de fabrication de véhicules électrifiés. À vous de juger si c'est des hybrides PHEV, des véhicules tout électriques. D'une filière de fabrication de batteries, à teneur réduite en matériaux sensibles, compatible avec les procédés des Gigafactory, d'une filière de recyclage, cobalt, cuivre, nickel, lithium. De nombreux acteurs de la recherche et des industriels sont à mobiliser autour de l'enjeu critique, aussi bien pour la France que pour l'Europe. Les Allemands l'ont compris, ils sont en train de déployer leur plan, alors que la France dispose, encore mieux, des compétences et de la créativité nécessaires. Il y a 4 Gigafactory qui étaient en cours d'études en Europe quand j'ai commencé à rédiger le truc, aucune en France. En fait, il y en a beaucoup plus que ça, puisque les Allemands en veulent 4 sur leur territoire, uniquement sur leur territoire. Donc il y en a, c'est récent aussi. Si maintenant on se cale par rapport à la roadmap de Toyota, et qu'on leur pose la question, vous, comment vous voyez les choses? Alors c'est assez récent, en tout cas ça a été publié de façon assez récente. Ça c'est l'évolution en fonction du temps, de la part de marché prise par les différentes motorisations. On s'aperçoit qu'ils mettent les véhicules tout électriques là, les piles à combustible ici, et les hybrides rechargeables ici. Et les hybrides simples ici. Il faut savoir qu'aujourd'hui, leur parc de véhicules hybrides simples, c'est déjà 30% du parc du marché. Enfin, 30% du parc automobile. Aujourd'hui. Nous, on était quelques pourcents, ils sont déjà à 30%. Pour conclure, mobilité, pourquoi le PHEV? Parce que c'est là qu'avec nos gros sabots qu'on voulait en venir. L'autonomie et la fonctionnalité sont identiques à celles d'un véhicule à moteur à combustion interne. On peut faire 70% du kilométrage en mode tout électrique, et donc la consommation moyenne sur l'année, elle est lissée en moins de 2 litres, voire 1,5 litre au 100. Il sera plus léger et moins coûteux qu'un véhicule tout électrique, parce que la batterie est beaucoup moins grosse, à peine plus cher et plus lourd qu'un hybride simple. On maîtrise bien mieux la sécurité avec un pack 4 à 5 fois plus petit qu'avec une batterie qui fait 50 kWh. Donc si la sécurité
est un élément clé, ça joue en cette faveur. On réduit le risque d'approvisionnement en matériaux, parce qu'on a quand même de quoi faire 5 batteries au lieu d'une, avec la même... Et on peut, et c'est critique aussi, recharger en 4 à 5 heures sur une prise standard 2 kW, qu'on trouve partout, pas besoin d'infrastructure. C'est un chauffage, hein. C'est une prise de chauffage standard qu'on a chez soi. On tire une prise de courant et c'est fait. Et on recharge en 4-5 heures, 2 kW x 4, ça fait 8 kWh, hein, ce qui n'est pas possible avec un véhicule tout électrique. Donc ça, il faut bien y penser parce que ça ne nécessite aucune modification du parc, de l'infrastructure réseau actuelle, qui existe déjà aujourd'hui. Aucune. Et puis un petit moteur à combustion interne qu'on peut faire fonctionner à régime optimal, ce qui réduit encore la consommation. Voilà, on évite de trimballer aussi une batterie sur roulette qui fait plusieurs centaines de kilos pour rien. Et il y a du nouveau parce que ça date, c'est pour ça que je l'ai rajouté, ça date d'avant-hier, dans l'usine nouvelle, si vous l'avez lu, Saft, qui pour l'instant faisait silence radio, qui dit on n'exclut pas, c'est Total hein, qui parle, d'ouvrir une usine en France pour équiper le véhicule électrique. Miracle, le fabricant de batteries Saft, voilà, merde, il faut que j'y arrive, entend bien s'imposer comme le champion européen d'un secteur promis une forte croissance, qui sait, 200 à 300 millions d'euros de recherche en développement à son projet de batterie de nouvelle génération, et le montant pour devenir un champion de la batterie d'ici 2030 se compte en milliards d'euros, plus près de la dizaine de milliards d'euros que du milliard tout compris. Tout compris. Donc, quelque part, ils ont pris conscience des enjeux et peut-être une initiative va être prise par Total dans ce domaine. Voilà. Et miracle aussi, il peut y avoir une usine en France qui serve les constructeurs français et allemands, et puis une usine en Allemagne qui serve les Allemands et les Français. Ou même ailleurs, c'est très ouvert. Voilà. Alors, juste la dernière, c'est on se met dans 10 ans, dans 15 ans, dans 10 ans ce sera fait, on a